Ils t'ont appris que la solitude était une punition. Ils ont menti. Et si ce que tu fuis depuis toujours, l'isolement, les pièces vides, le silence qui te suit comme une ombre, n'était pas ta malédiction, mais ta forge? Et si la solitude n'était pas une blessure à guérir, mais une arme que personne ne t'a jamais appris à manier? Depuis des siècles, on t'a conditionné à croire que rester seul est dangereux, que l'homme isolé est fragile, instable, incomplète. Pourtant, ceux qui ont compris le pouvoir réel savent une chose que la foule refuse d'admettre. Un individu capable de tenir seul est presque impossible à contrôler. Niccolò Machiavel l'avait observé dans l'Italie de la Renaissance, en regardant des princes s'élever et s'effondrer, des familles bâtir des empires puis disparaître. Ceux qui détenaient le pouvoir le plus longtemps n'étaient pas ceux entourés d'alliés bruyants, c'étaient ceux qui savaient être seuls sans être détruits par cette solitude. Il y a une raison pour laquelle la société veut que tu restes connecté en permanence, branché au groupe, dépendant de la validation extérieure. Une raison pour laquelle on t'enseigne que tu as besoin d'appartenir, d'être vu, d'être approuvé, parce qu'un homme qui peut se tenir seul n'est plus docile. Il ne consomme plus pour impressionner, il ne performe plus pour être aimé, il devient imprévisible, et l'imprévisible est ingérable. Aujourd'hui, Niccolò Machiavel, Schopenhauer et Nietzsche ont compris au sujet de la solitude est encore considéré comme trop dangereux pour être enseigné ouvertement. Des vérités enfouies sous des siècles de conditionnement social. Tu vas comprendre pourquoi la foule craint instinctivement l'individu qui marche seul, comment l'isolement peut devenir une architecture stratégique, et pourquoi ta solitude n'est pas un manque, mais un avantage auquel la majorité n'aura jamais accès psychologiquement. Mais ce savoir a un prix. Une fois que tu vois clair, tu ne peux plus revenir au mensonge confortable selon lequel toute connexion est bonne et toute solitude est mauvaise. Dans la loi 18 des 48 lois du pouvoir, Robert Greene écrit quelque chose qui semble contredire tout cela. Ne bâtissez pas de forteresse pour vous protéger. L'isolement est dangereux. À première vue, cela paraît clair. Mais Greene ne met pas en garde contre la solitude. Il met en garde contre l'isolement né de la peur. Il existe une différence fondamentale entre le retrait stratégique et la fuite paniquée. Le prince qui se coupe du monde parce qu'il craint ses ennemis transforme ses murs en cercueils. L'histoire regorge d'exemples. Louis XVI s'est enfermé à Versailles pendant que la France mourait de faim, entouré de flatteurs, coupé de la réalité. Il croyait ses murs protecteurs. Ils ne l'étaient pas. Quand la foule est arrivée, l'or n'a servi à rien. Mais il existe une autre solitude, celle de Marc Aurèle, écrivant les pensées seul dans une tente militaire. Au milieu de la guerre et de la mort, celle de Machiavel lui-même. Exilé, torturé, banni de Florence, dépouillé de tout ce qu'il avait construit. Il n'était pas en train de fuir le monde. Il le distille light. Il écrivait depuis un lieu où il n'avait plus rien à perdre, et donc plus rien pour fausser sa perception. Il ne s'isolait pas par peur, mais par clarté. L'homme faible construit une forteresse pour échapper au monde. L'homme fort construit un laboratoire pour le comprendre. Depuis l'enfance, on t'a appris à redouter la solitude. Observe les récits qu'on te raconte. Le loup solitaire est toujours le méchant. La brebis qui s'éloigne du troupeau est dévorée. Le héros est entouré d'amis, de compagnons, d'une communauté. L'isolement est réservé aux antagonistes ou aux âmes brisées. Ce n'est pas un hasard. Les sociétés fonctionnent grâce à la conformité, les économies grâce au désir mimétique. Les deux exigent que tu te soucies profondément du regard des autres. Arthur Schopenhauer l'avait vu avec une lucidité brutale. Il écrivait que celui qui apprécie sincèrement la solitude possède quelque chose de rare, un soi suffisant à lui-même. Et cela, la société ne peut pas le tolérer. Un individu autosuffisant est un danger économique, une anomalie émotionnelle, une menace pour le système du besoin artificiel. Alors on pathologise, on invente des diagnostics. On appelle cela anxiété sociale, trouble de l'attachement, personnalité évitante, peut être. Parfois, mais souvent, ce n'est rien d'autre qu'un esprit qui n'a pas besoin du troupeau pour exister. La vraie question n'est pas « pourquoi suis-je seul ?», mais « qui profite de ma honte d'être seul ?» Les stratèges ont toujours compris ce que la masse ne comprendra jamais. La solitude est le berceau de la pensée originale. Nietzsche marchait seul dans les Alpes suisses pendant des heures, laissant son esprit brûler d'idées qui allaient bouleverser la philosophie.
Ainsi parlait Zarathustra n'a pas été écrit dans un salon rempli d'intellectuels, mais dans une solitude si profonde que la plupart s'y seraient brisés. Nietzsche n'a pas sombré, il a transcendé. Plus nous montons haut, plus nous paraissons petits à ceux qui ne savent pas voler. Quand tu commences à penser par toi-même, hors du consensus, tu deviens invisible pour ceux qui ne voient qu'à travers le regard collectif. Et c'est là ton avantage, lorsque tu passes du temps seul, réellement seul, sans distraction. Quelque chose change. Les pensées des autres cessent de résonner dans ta tête. Tu entends enfin ta propre voix. Anthony Storr, dans ses travaux sur le génie créatif, a observé ce schéma sans cesse. Newton, isolé pendant la quarantaine. Inventant les calculs. Darwin, retiré pendant des décennies. Élaborant la théorie de l'évolution. Kafka, seul la nuit. Écrivant des œuvres qui hanteront le siècle suivant. Ils n'ont pas créé malgré la solitude. Ils ont créé grâce à elle. La foule ne crée rien, elle consomme. Répète. Dis-le, la création est un acte solitaire. Si tu es seul aujourd'hui, tu es devant une toile vierge. La seule question est de savoir si tu vas l'utiliser ou continuer à pleurer l'absence d'un public qui ne ferait que te distraire. Machiavel observait un type de dirigeant qui échouait toujours, celui qui avait trop besoin d'alliés. Un prince incapable de se tenir seul devient l'otage de ses dépendances. Ces relations ne sont plus des choix, mais des nécessités, et tout le monde le sent. Dès que quelqu'un comprend que tu as besoin de lui, l'équilibre du pouvoir bascule, le respect s'érode, les limites sont testées. Tu deviens une option. Cela vaut pour l'amitié, l'amour, les affaires. La peur d'être seul pousse les gens à tolérer l'irrespect, à rester dans des relations toxiques, à rire de ce qui les humilie, à se plier pour être acceptés. Tout cela parce que la solitude leur semble pire que la perte de leur dignité. Mais voici la vérité qui libère. La capacité à être seul est la base de toute relation saine. Quand tu peux partir, quand tu n'as pas besoin, tout change. Tu n'agis plus depuis le manque, mais depuis la plénitude. Et paradoxalement, cela te rend plus désirable. Les personnes à l'aise dans la solitude ne s'agrippent pas. Elles sont présentes. Et la présence est magnétique. Le besoin repousse. L'autosuffisance attire. Ce n'est pas de la manipulation. C'est une loi fondamentale. À ce stade, une chose doit être claire. La solitude n'est pas ton ennemi. Elle est ton terrain d'entraînement. Mais tout le monde n'est pas prêt à apprendre ce qu'elle enseigne réellement. Il existe une technique que Machiavel aurait immédiatement reconnue, mais que très peu de gens ont la discipline d'exécuter correctement. Elle s'appelle le retrait stratégique. Lorsque quelqu'un commence à perdre du terrain, et socialement, professionnellement, émotionnellement, l'amateur fait toujours la même erreur. Il insiste, il parle davantage, il explique, se justifie, tente de prouver sa valeur, et à chaque mouvement désespéré, sa position se fragilise encore. Le stratège, Aloï, fait exactement l'inverse. Il se retire, pas avec colère, pas avec annonce dramatique, pas pour provoquer une réaction. Il devient simplement moins disponible, moins visible, moins investi. Ce retrait n'est pas une punition infligée aux autres, c'est une récupération de soi. En 1512, lorsque Machiavel fut renvoyé de ses fonctions, exilé sur ses terres, humilié, il ne supplia pas les Médicis. Il ne chercha pas à se rendre indispensable. Il se retira. Il travailla. Il écrivit. Et ce qui émergea de cet exil survécut à tous ses ennemis politiques. Le retrait stratégique produit 3 effets immédiats. D'abord, il te rend ton attention. L'énergie que tu gaspillais à courir après ceux qui ne te valorisaient pas revient vers toi. Ensuite, il crée de la clarté. La proximité brouille la perception. La distance révèle les véritables dynamiques. Enfin, il active un mécanisme ancien. L'humain valorise ce qui devient rare. Mais ce mécanisme ne fonctionne que si ton retrait est réel. Si tu te retires physiquement, mais restes émotionnellement attaché, surveillant chaque réponse, espérant secrètement être rappelé. Tu n'as rien changé, tu es toujours captif. Le retrait stratégique exige un détachement intérieur authentique. Arthur Schopenhauer fut sans doute le penseur le plus honnête sur la nature humaine. Il observa que la majorité des interactions sociales ne sont pas des connexions, mais des distractions, des moyens d'échapper au poids de soi-même. Il affirmait que la valeur d'un individu se mesure à sa capacité à apprécier sa propre compagnie. Ceux qui ne supportent pas la solitude fuient quelque chose en eux.
Et aucune activité sociale ne peut combler ce vide. Elle ne peut que le masquer temporairement. C'est pourquoi tant de personnes s'effondrent lorsqu'elles sont forcées à l'isolement. Elles n'ont jamais développé de vie intérieure. Leur identité dépend entièrement du regard extérieur. Supprime ce regard. Et elles font l'expérience d'un effondrement presque existentiel. À l'inverse, ceux qui ont appris à s'asseoir seuls dans le silence, à affronter leurs pensées sans anesthésie, possèdent une richesse rare, une identité non contingente, un soi qui existe sans témoin. Schopenhauer appelait cela la richesse intellectuelle, la capacité de se suffire à son propre esprit, et cette capacité dérange profondément, parce que lorsque les autres te regardent, toi qui n'as pas besoin du groupe pour te sentir réel, ils voient un miroir impitoyable, ils voient ce qu'ils n'ont jamais osé devenir. Ta solitude devient une accusation silencieuse. Chaque instant où tu es paisible sans validation expose le fait qu'ils auraient pu vivre autrement. Et cette révélation est insupportable. Alors ils attaquent, ils se moquent, ils pathologisent, ils te qualifient de bizarre, froid, antisocial, trop intense, pas amusant. Laisse-les parler. Nietzsche l'avait compris, la morale du troupeau ne fonctionne que sur ceux qui veulent encore appartenir. Le moment où tu relâches sincèrement ce besoin, leurs armes perdent leur pouvoir, leur jugement redevient ce qu'il a toujours été, le bêlement inquiet de ceux qui ne savent pas imaginer une existence hors de l'enclos. Susan Cain a documenté comment la culture occidentale a systématiquement dévalorisé les tempéraments introvertis, l'idéal extraverti, visible, bavard, perpétuellement social, a été érigé en norme de santé. Le contemplatif, le réservé, le solitaire sont traités comme des versions défectueuses de l'être humain. C'est de la propagande culturelle, pas une vérité psychologique. Certaines des plus grandes avancées humaines sont nées dans la solitude. Einstein développa la relativité dans un bureau de brevet. Wittgenstein se retira dans une cabane en Norvège. Emily Dickinson écrivit une poésie immortelle, presque sans quitter sa chambre. La foule produit du bruit. L'individu produit un héritage. Nous arrivons maintenant au cœur du processus, ce que j'appelle la transmutation, l'alchimie par laquelle la solitude cesse d'être une souffrance et devient souveraineté. La plupart n'atteignent jamais cette étape, car ils anesthésient chaque instant de silence avec des distractions bon marché. Ils font défiler, consomment, remplissent le vide, incapables d'affronter ce que le silence révèle. Mais si tu es encore là, c'est que quelque chose en toi est prêt. La première étape est l'acceptation. Tu dois cesser de traiter ta solitude comme un défaut à corriger. Elle n'est pas un symptôme, elle est une matière première. Chaque heure passée seule est une heure non contaminée par les attentes et projections d'autrui. C'est extraordinairement rare. La deuxième étape est l'excavation, dans le silence. Sans le théâtre social, tu rencontres des parts de toi que tu as évitées, peur, désir refoulé, colère non reconnue. C'est là que la majorité retourne vers le bruit. L'excavation fait mal, mais Machiavel savait qu'un dirigeant ignorant de ses propres faiblesses serait détruit par elles. La connaissance de soi n'est pas un luxe moral, c'est une nécessité stratégique, et elle n'est accessible qu'à ceux qui acceptent de rester dans l'obscurité suffisamment longtemps. La troisième étape est l'intégration. Tu cesses de te voir comme uniquement lumineux, tu acceptes l'ombre, et en l'acceptant, tu en prends le contrôle. Jung a donné un nom à ce processus. Mais Machiavel le pratiquait déjà. Il ne niait pas la cruauté humaine, il l'intégrait, et parce qu'il l'acceptait, il pouvait l'utiliser sans en être l'esclave. La quatrième étape est la construction. Une fois les illusions brûlées, une fois ton identité nettoyée du conditionnement, tu possèdes quelque chose que peu de gens ont, une fondation. À partir de là, tu construis selon ta propre architecture, pas selon ce qui plaît, pas selon ce qui est applaudi, mais selon ce qui est cohérent avec ton essence. C'est cela, être souverain. Un souverain ne règne pas sur les autres, il règne sur lui-même. Son pouvoir est intérieur, et aucune circonstance extérieure ne peut vraiment l'ébranler. L'histoire regorge d'exemples de cette transmutation. Dante Alighieri, banni de Florence sous peine de mort, perdit tout, et dans cette errance solitaire, il écrivit La Divine Comédie, un voyage à travers l'enfer, le purgatoire et le paradis qui était aussi le sien. Son exil ne fut pas sa punition, il fut sa libération. Sénèque, exilé par Néron, transforma l'isolement en enseignement stoïcien qui traversa 2 millénaires. Henry David Thoreau se retira à Walden pour simplifier sa vie
et découvrit que la solitude n'était pas une fuite, mais une résistance. Ces hommes n'ont pas été brisés par l'isolement. Ils ont été forgés par lui. Et maintenant, la question devient inévitable. Ce que tu vis aujourd'hui est-il une fuite dictée par la peur ou un positionnement souverain? La réponse déterminera tout ce qui vient ensuite. Il est temps de rendre tout cela concret. La solitude n'est pas une philosophie abstraite, ni un refuge romantique pour esprits blessés. Elle est un outil, et comme tout outil puissant, elle exige une méthode, sans structure. L'isolement dégénère en rumination. Les mêmes pensées sombres tournent en boucle, sans direction, sans transformation. C'est la solitude destructrice, la solitude souveraine. Elle possède une architecture. Machiavel, durant son exil, suivait un rituel précis. Le jour, il travaillait la terre. Le soir, il revêtait les vêtements de ses anciennes fonctions et entrait dans son étude comme s'il était encore au centre du pouvoir. Ce rituel n'était pas esthétique, il était psychologique. Il protégeait son identité stratégique contre la dégradation des circonstances. Tes rituels remplissent la même fonction. Ils affirment qui tu es en train de devenir, même lorsque personne ne te regarde. La deuxième clé est la compagnie intellectuelle. Être seul physiquement ne signifie pas être seul mentalement. Les livres sont des dialogues avec les esprits les plus aiguisés de l'histoire. Lire Machiavel, Marc Aurèle, Schopenhauer, Nietzsche. C'est converser avec des hommes qui ont traversé ce que tu traverses. Ce n'est pas un substitut à la relation humaine. C'est une autre forme de relation. Intemporelle, inaliénable. Construis ta bibliothèque avec intention. Choisis des auteurs qui te dérangent, qui te forcent à penser au lieu de consommer. Cette discipline développe une présence intérieure que rien ne peut confisquer. La troisième clé est la preuve tangible. L'un des dangers de la solitude est l'illusion de stagnation. Sans retour extérieur, tu peux croire que rien ne change alors que tout se transforme. Contre cela, crée des traces, écris, entraîne-toi, mesure, documente, construis des preuves visibles de ton évolution. Ce registre devient un miroir objectif lorsque le doute apparaît, et il sert à autre chose encore. Le jour où tu réémergeras, car tu réémergeras, tu n'auras pas besoin d'expliquer ton absence. Les résultats parleront. La quatrième clé est la réapparition stratégique. La solitude n'est pas un état permanent. Le moine descend toujours de la montagne, mais il revient différent. Lorsque tu réintègres le monde social, ne le fais pas par manque, mais par offrande. Tu apportes une clarté, une profondeur, une solidité que le bruit ne produit jamais. Les autres le sentiront avant même de comprendre pourquoi. Ta présence aura changé. Voici une vérité que peu osent formuler. Certaines personnes sont conçues pour marcher seules, pas éternellement, pas complètement, mais fondamentalement, elles ne sont pas brisées, elles ne sont pas inadaptées, elles sont câblées différemment, comme certaines espèces prospèrent dans des conditions qui détruiraient d'autres formes de vie. Schopenhauer écrivait que l'homme ordinaire pense à tuer le temps. L'homme de valeur cherche à l'utiliser. Peu être n'es-tu pas solitaire. Peu être sais-tu simplement en train d'utiliser ton temps d'une manière incompréhensible pour ceux qui ne supportent pas leur propre compagnie. Cela ne signifie pas que toute solitude est saine. Il existe un retrait pathologique, motivé par la peur, que Machiavel lui-même aurait condamné. Mais il existe aussi une solitude souveraine, celle de l'individu qui a un travail intérieur à accomplir. Un travail que la foule interromprait. La question décisive est simple. Fuis-tu la vie ou es-tu en train de te préparer à y entrer avec plus de force? Si tu te caches pour éviter le rejet, c'est une blessure à guérir. Mais si tu es seul parce que tu as découvert dans ce silence quelque chose d'irremplaçable, alors tu n'es pas malade. Tu es en éveil. Le monde te dira que tu as tort. Il te dira que la connexion est tout et que l'isolement est une mort lente. Il pathologisera ton tempérament. Il cherchera à te distraire, te médicaliser, te ramener dans le flux. Ignore-les. Ce monde parle depuis sa propre peur du silence. Une peur que tu as déjà commencé à dépasser. Alors où cela te laisse-t-il? Tu es seul. Peut être ce soir, peut être maintenant. Et au lieu de voir cette solitude comme une impasse, tu peux la reconnaître pour ce qu'elle est vraiment. Un territoire, un laboratoire, une forge. Elle brûle ce qui n'était pas toi. Les identités empruntées, les masques sociaux, les désirs fabriqués. Tout ce qui dépendait du regard des autres est consumé. Ce qui reste est essentiel. Et à partir de cet essentiel, tu peux construire quelque chose qui ne tremble pas,
quelque chose qui ne mendie pas l'approbation, quelque chose qui tient. Machiavel n'a pas écrit Le Prince pour être aimé, il l'a écrit pour être vrai. Et cette vérité, inconfortable, tranchante, a survécu à tous les princes de son époque. Ta solitude peut produire la même chose, peut être pas un livre, mais un soi, un soi intégré, lucide, délibérément construit, un soi qui ne se plie pas à chaque vent social. La prochaine fois que tu sentiras cette douleur familière de l'isolement monter en toi, arrête-toi, ne la fuis pas, pose-toi une seule question. Et si ce n'était pas ma condamnation, mais ma préparation? La foule n'entend pas ce que le silence t'enseigne. My story, tu peux l'entendre. Et ce que tu apprends là-dedans est précisément ce qui te distinguera pour toujours.